Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder notre cours sur les stratégies de prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, les objectifs assignés à ce cours seront donc de proposer des modifications du style de vie à tous les patients hypertendus, de décider du moment de l'initiation d'un traitement antihypertenseur, de prescrire un traitement antihypertenseur et enfin de surveiller ce traitement. Pour atteindre ces objectifs, notre leçon va s'articuler autour du plan suivant. Après une introduction, nous proposerons des interventions sur le mode de vie. Ensuite, nous parlerons de l'initiation d'un traitement antihypertenseur et enfin de la surveillance avant de conclure. Concernant les interventions sur le mode de vie, il s'agit de la perte de poids, du régime DASH, de la réduction du sel, de l'augmentation de l'apport en potassium et de la pratique d'une activité physique régulière. La modération de la consommation d'alcool et le sevrage tabagique. Diverses autres interventions sont possibles, notamment l'utilisation de composés alimentaires comme les polyphénols, le café, le thé ou les thérapies de réduction du stress. Nous allons voir en détail ces différentes mesures, notamment la réduction du poids. La réduction du poids permet une baisse de la pression artérielle systolique de 6 mm de mercure, de la pression artérielle diastolique d'environ 5 mm de mercure chez des patients qui sont pré-hypertendus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque kilogramme de perte de poids corporel, on a une baisse d'environ 1 mm de mercure chez les hypertendus. Et donc, cette perte de poids a d'autres bénéfices, notamment la réduction de l'activation sympathique et une baisse de 15% de toutes les causes de mortalité confondues. Mais attention aux phénomènes cycliques de perte de poids, reprise de poids corporel qui peuvent avoir, eux, des effets négatifs sur la tension artérielle. Donc, il faut proposer aux patients pour la perte de poids des mesures qui sont durables pour éviter donc ce phénomène de yo-yo. La réduction du poids, particulièrement chez les patients diabétiques et obèses, on peut leur proposer de prendre des antagonistes des GLP-1 qui, en plus de contribuer à faire baisser la glycémie, aident à faire baisser la pression artérielle. Et puis, de manière vraiment alternative, il faut penser à la chirurgie bariatrique chez les patients qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire en cas d'échec de toutes les mesures précitées. Et donc, il faut choisir un programme avec des objectifs réalistes comme nous l'avons dit. L'approche DASH, il s'agit d'adopter un régime alimentaire qui permet d'améliorer l'apport en potassium, en calcium, en magnésium et en fibres. Et donc, l'adoption d'un régime riche en fruits, légumes, en protéines maigres, grains entiers et des produits laitiers faibles en gras. Et alimentation pauvre en viande rouge, en sel, en sucre ajouté. Une autre approche, c'est la restriction de l'apport en sodium. Donc, les valeurs de sodium recommandées sont autour de 5 grammes. Et donc, avec une consommation en sel de 5 grammes, on obtient une réduction moyenne d'environ 5 mm de mercure de la pression artérielle systolique et 2 mm de mercure de la pression artérielle diastolique. Mais attention, il ne faut pas faire de régime sans sel strict, parce que ce régime sans sel strict est associé à une mortalité accrue chez les patients hypertendus et dans la population générale. Et ce sel est principalement consommé sous forme de sel ajouté, mais il est parfois contenu dans les légumes déjà. Donc, il peut être ajouté pendant la cuisson ou à table. Et donc, chez ceux qui ont de longues habitudes de consommation de sel, on peut leur proposer des substituts de sel à faible teneur en sodium. Mais bon, la meilleure solution, c'est de cuisiner sans sel en sachant que les légumes contiennent déjà du sel. Il faut, en plus de réduire l'apport en sodium, il faut augmenter l'apport en potassium. Parce qu'un apport adéquat en potassium
permettent d'obtenir des taux de pression artérielle plus faibles. Et donc, les suppléments en potassium sont disponibles, ceux qui permettent d'avoir un apport de 75 à 125 millimoles par jour sont efficaces pour réduire la pression artérielle. Et il faut savoir que l'objectif d'apport en potassium est de 90 millimoles par jour. Les fruits et les légumes ainsi que les produits laitiers faibles en gras, certains poissons et certaines viandes, les noix, les produits à base de soja sont riches en potassium alimentaire. Également, les fruits et les légumes fournissent en général 1500 à 3000 mg de potassium. Et cet apport de potassium peut être réalisé dans le contexte d'un régime DASH. Donc, ces images pour vous montrer, on va dire, la transition nutritionnelle où au début, nos ancêtres vivaient de la cueillette et de la chasse et avaient eu quand même un certain niveau d'activité physique. Et maintenant, il y a cette nourriture qui est caractérisée, qu'on appelle la malbouffe. Il existe beaucoup de fruits et légumes en Afrique et il ne faut pas s'en priver. Autre moyen, c'est augmenter le niveau d'activité physique quotidienne et donc pratiquer un exercice régulier. Donc, il existe certaines activités qui font augmenter de manière brutale la pression artérielle. Donc, il faut les éviter, mais ces augmentations brutales de la pression artérielle, par exemple liées à la prise d'haltères, ne vont pas conduire à une hypertension artérielle chronique. Mais chez ceux qui ont des chiffres de pression artérielle non contrôlés, mieux vaut éviter ce type d'exercice. Et bien sûr, l'activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques. Donc, l'activité physique est différente de l'activité sportive. Donc, avoir une activité physique ne veut pas dire qu'il faut s'inscrire obligatoirement dans une salle de sport. On peut être chez soi à la maison, marcher, faire son ménage, piler son choutou et estimer qu'on a une activité physique qui est suffisante. Et donc, il ne faut pas avoir des comportements sédentaires, passer la journée devant la télévision. Et donc, il existe des directives qui fixent le niveau d'activité attendu en fonction de la fourchette d'âge. Chez les enfants et les adolescents, 60 minutes d'activité physique modérée intense par jour. Chez les adultes entre 18 et 64 ans, on va à 75 minutes d'activité modérée par semaine. Donc, ils peuvent être répartis en peut-être 25 minutes par jour, 30 minutes, 3 fois par semaine. Et chez les personnes un peu plus âgées de plus de 65 ans, on va à 75 minutes d'activité modérée ou 150 minutes d'activité douce. Ça peut être simplement la marche. Et donc, comme je le disais, il y a le jardinage, la natation, les tâches ménagères, la corde à sauter, le lancer de balles qui sont des activités physiques à promouvoir chez nous. Autre point, c'est la consommation d'alcool. Normalement, la consommation d'alcool doit être évaluée en nombre de verres standards ou en unité internationale d'alcool. Donc, un verre standard fait 10 grammes d'alcool pur, une canette de bière de 33 centilitres correspond à un verre standard. Mais le problème, c'est que chez soi, les verres sont plus remplis. Donc, il faut faire attention au mésusage. Donc, le mésusage étant toute conduite d'alcoolisation qui comporte des risques objectifs et qui induit des dommages d'ordre médico-psychosocial, y compris l'alcoolodépendance. Chez nous, on utilise donc des verres traditionnels et donc il est difficile d'évaluer la consommation d'alcool, on va dire chez nous en Afrique. Toujours est-il qu'il faut modérer cette consommation, qu'elle soit bien évaluée ou pas. Et parce que il faut modérer cette consommation et la restriction est un peu plus importante chez les femmes parce que la métabolisation de l'alcool n'est pas pareille chez les hommes que chez les femmes. Donc attention avec qui vous consommez l'alcool. Donc le risque d'hypertension augmente si la consommation quotidienne d'alcool est d'au moins 1 à 2 verres. Et donc, on observe une diminution des maladies cardiovasculaires lorsque la consommation d'alcool diminue. Et donc,
la réduction de l'alcool est associée à une réduction d'environ 3 mm de mercure de la pression artérielle systolique et 2 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Et il faut vous rappeler que l'hypertension artérielle et la consommation excessive d'alcool sont les facteurs de risque les plus importants d'hémorragie intracrânienne. Autre point, c'est le sevrage tabagique. Il faut savoir que la consommation de tabac s'accompagne d'une activation du système nerveux sympathique et d'une augmentation prolongée de la pression artérielle, environ 30 minutes. Et donc, les conditions de mesure de la pression artérielle, si vous vous en souvenez, incluent que le patient soit à distance d'une bouffée de tabac. Et donc, les à-coups hypertensifs liés à la consommation du tabac sont délétères pour les vaisseaux. Et le fait de consommer du tabac peut altérer l'effet hypotenseur de certains médicaments tels que les bêta-bloquants. Et il faut également notifier la notion de tabagisme passif, c'est-à-dire le patient est exposé à une personne qui consomme le tabac, que ce soit son collègue de bureau ou son conjoint. Et donc ce tabagisme passif n'est pas inoffensif, il est associé à un risque de maladie cardiovasculaire et à une élévation de la pression artérielle. Et attention aux nouvelles techniques de consommation du tabac qui en son temps avaient été vulgarisées, notamment la cigarette électronique, mais qui est également un problème. Et le tabagisme de la pipe à eau qu'on appelle narguilé chez nous, qui est devenu une alternative majeure, mais qui est également un gros problème. Donc, il y a d'autres moyens de réduire la consommation de tabac. Donc, il faut pouvoir proposer aux patients une consultation de tabacologie pour un accompagnement au sevrage tabagique. Et cet accompagnement se fait avec la prescription de substituts nicotiniques et une décroissance progressive du nombre de cigarettes consommées. Concernant les mesures politiques, c'est réduire l'abordabilité des produits du tabac en augmentant les taxes sur le tabac et puis avertir les gens sur les dangers du tabac. Les autres interventions diététiques sont le régime méditerranéen qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, ça fera partie d'un de vos travaux de recherche. Et puis, la consommation du café qui, en son temps, avait été estimée comme étant nocif, mais qui a un effet presseur modeste de courte durée. Mais à long terme, la consommation du café est bénéfique pour l'organisme. Donc, chez ce tableau, pour récapituler un peu les différentes mesures dont on vient de parler, donc la réduction du poids corporel, une alimentation qui préfère donc les fruits, les légumes, les noix, et puis la réduction de la consommation du sel, et puis l'augmentation de la consommation de potassium. Et puis attention à la consommation d'alcool qui en son temps avait été vulgarisée. On nous disait qu'il fallait un verre de vin rouge par repas. Et donc chez les patients qui ne consomment pas de l'alcool, il ne faut pas les inciter à en consommer sous prétexte que la consommation de vin rouge aurait un bénéfice. Voilà. Et puis concernant l'approche, l'initiation du traitement, elle est basée, cette initiation donc est basée sur le risque cardiovasculaire. La prise en charge de l'hypertension artérielle initiale, donc de l'hypertension artérielle, tient compte du grade de l'hypertension artérielle. Donc chez les patients qui sont symptomatiques avec des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle ou une maladie rénale chronique de stade 3, donc des hypertensions artérielles qui ont un niveau de risque élevé, il faut pouvoir initier, en plus des mesures géliodiététiques dont nous venons de parler, immédiatement le traitement. Chez ceux qui ont une hypertension artérielle de grade 1, sans lésion d'atteinte d'organes cibles, sans maladie cardiovasculaire établie, donc qui ont une hypertension artérielle à faible risque, il faut
maintenir les modifications du style de vie et pouvoir ultérieurement, après une période de 6 mois, réévaluer ce patient et décider de l'initiation du traitement. Donc, les patients à risque élevé, il faut, en plus des mesures hygiéno-diététiques, initier immédiatement le traitement. Et cette initiation se fait par l'association synergique de molécules antihypertensives. Donc, on peut associer un bêta-bloquant à un inhibiteur des canaux calciques, un bêta-bloquant à un diurétique thiazidique ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 à un diurétique thiazidique ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 à un inhibiteur des canaux calciques. Troisième combinaison possible, un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un inhibiteur calcique ou un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un diurétique thiazidique. Quatrième modalité, diurétique thiazidique et inhibiteur calcique. Mais il ne faut jamais associer un ARA2 et un IEC. D'abord, et l'association d'un bêta-bloquant à un ARA2 ou à un IEC se fait pour améliorer la morbimortalité, mais pas tellement pour la synergie antihypertensive. Et donc ici, nous avons les recommandations de la Société européenne de cardiologie que nous suivons ici. Donc, il faut proposer les combinaisons thérapeutiques, donc 2 médicaments en une seule prise ou en un seul comprimé. Donc, première intention, IEC ou ARA2 associé à un inhibiteur des canaux calciques ou à un diurétique. Et à la deuxième étape, IEC ou ARA2 avec inhibiteur des canaux calciques et diurétique. Donc, deuxième étape, 3 médicaments, diurétique, inhibiteur des canaux calciques ou IEC ou ARA2. En cas d'hypertension artérielle résistante, donc il faudra quand même penser à adresser le patient à un spécialiste, mais vous pouvez ajouter de la spironolactone, un alpha-bloquant ou un autre diurétique. Et le bêta-bloquant trouve également sa place, mais il faut penser à référer le patient au spécialiste. Donc voici ce qui est mis. Combinaison fixe, IEC ou diurétique pour, par exemple, les diabétiques. Les seuils de pression artérielle à considérer en cabinet pour l'initiation d'un traitement médicamenteux antihypertenseur varient en fonction de l'âge. Donc, chez les patients entre 18 et 79 ans, on garde le seuil de 140 mm de mercure et 90 mm de mercure. Chez les patients de plus de 80 ans, il faut initier le traitement lorsque la pression artérielle atteint 160 mm de mercure. Et puis, il faut savoir que chez les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire établie, chez les patients qui ont des atteintes d'organes induites par l'hypertension artérielle, on initie le traitement à des seuils plus bas au stade de pré-hypertension artérielle. Et sous traitement, l'objectif de pression artérielle, c'est d'avoir une pression artérielle systolique entre 140 et 120, mais pas en dessous. Une pression artérielle diastolique entre 80 et 70, mais pas en dessous de 70. Donc, l'objectif est pratiquement le même, quel que soit le niveau quel que soit l'âge du patient. Et donc, il ne faut pas s'acharner pour maintenir des niveaux de pression artérielle en dessous de 120 pour la systolique ou en dessous de 70 pour la diastolique. Une fois que le traitement a été initié, il faut pouvoir procéder à la surveillance de la pression artérielle. Cette surveillance de la pression artérielle peut être réalisée au cours des consultations, mais il faut pouvoir demander aux patients de réaliser une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et donc, la pression artérielle mesurée au cabinet, le seuil étant de 140 et la pression artérielle en dehors du cabinet est à 135. Donc, les patients qui auront une pression artérielle élevée au cabinet et en dehors du cabinet seront considérés comme des patients non contrôlés. L'hypertension artérielle sera contrôlée lorsque elle aura une valeur normale au cabinet et en dehors du cabinet. Et on parlera de syndrome de la blouse blanche lorsque la pression artérielle sera élevée au cabinet et normale en dehors du cabinet. Et l'hypertension artérielle sera masquée lorsqu'elle sera normale au cabinet et élevée en dehors du cabinet.
Concernant le plan de soins initial de 0 à 6 mois chez les patients porteurs d'une hypertension artérielle non compliquée, il faut faire ce qu'on appelle la consultation d'information et d'annonce. L'objectif de cette consultation, c'est d'informer le patient sur sa maladie, les conséquences, les moyens médicamenteux possibles, les objectifs du traitement et de recueillir son avis et d'évaluer sa balance décisionnelle. Et cette consultation aborde 10 points et elle doit pouvoir durer au moins 30 minutes pour aborder correctement ces 10 points. Premier point, il s'agira de définir l'hypertension artérielle, de rappeler l'origine de l'hypertension artérielle au patient, de lui expliquer les conséquences potentielles de l'hypertension artérielle, de faire sa stratification du risque et de lui expliquer la réversibilité du risque attribuable, de lui présenter les différents moyens thérapeutiques existants, les moyens non médicamenteux et les médicaments anti-hypertenseurs, de lui proposer les schémas thérapeutiques possibles et puis lui expliquer qu'il s'agit d'un traitement au long cours. Lui préciser les objectifs, la normalisation de la pression artérielle, d'éviter les complications, et puis de recueillir le point de vue du patient. Et si nécessaire, si le patient a besoin d'un approfondissement, il faut pouvoir revenir sur un des 9 autres points déjà abordés. Une fois que cette consultation d'information et d'annonce est faite, le plan de soins ultérieur, c'est donc de contrôler la pression artérielle à 6 mois. Donc, il faut faire une consultation de suivi tous les 3 mois chez les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire et tous les 6 mois chez les patients qui ne sont pas à haut risque cardiovasculaire. Et donc, la surveillance de la tension artérielle inclut la mesure de la pression artérielle au cabinet et des mesures en dehors du cabinet telles que la MAPA. Et il faut procéder à un contrôle biologique, notamment toutes les années ou chaque 2 ans, pouvoir faire un ionogramme, une créatinémie, une recherche de protéinurie, lorsque le bilan initial était normal. Et plus fréquemment en cas de diabète ou d'insuffisance rénale de protéinurie préexistante. Et lorsque l'hypertension artérielle est mal contrôlée, on peut demander ce bilan plus fréquemment. Sinon, c'est des bilans annuels. En l'absence donc de diabète ou de dyslipidémie, on fait un contrôle biologique de la glycémie et le bilan de cholestérol tous les 3 ans. Et puis, on fait un ECG tous les 3 à 5 ans ou plus fréquemment en cas de symptômes cardiaques ou de cardiopathie sous-jacente. Lorsque les chiffres de pression artérielle ne sont pas contrôlés, il faut chercher une cause. Est-ce que c'est de l'inertie thérapeutique. L'inertie thérapeutique étant l'incapacité du médecin à commencer ou à modifier le traitement médicamenteux. Et puis, il faut évaluer l'observance du patient. Il faut chercher une cause, donc rechercher une hypertension artérielle secondaire. Il faut également rechercher la présence d'interactions médicamenteuses et vérifier si les comorbidités sont prises en charge et si elles ne contribuent pas à ce mauvais contrôle des chiffres de pression artérielle. Il faut identifier les facteurs de l'observance. Les facteurs de l'observance étant des facteurs socio-économiques, des facteurs liés au patient, à son entourage, des facteurs liés au traitement, la maladie elle-même et les systèmes de soins de santé. Donc, après avoir identifié ces facteurs de mauvaise observance, c'est pouvoir donc proposer une remédiation. Concernant l'autonomisation du patient, il faut pouvoir donner au patient le pouvoir d'être actif dans la gestion de son état de santé. Il doit être capable donc de suivre un plan de soins et d'atteindre des objectifs thérapeutiques. Donc pour ce faire, il faut lui proposer ce que nous on appelle la réadaptation cardiovasculaire. C'est l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif d'une maladie, ainsi que pour assurer aux patients les meilleures conditions physiques, mentales et sociales possibles, afin qu'il puisse, par ses propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. Donc, la réadaptation cardiovasculaire est une sous-discipline de la cardiologie et qui donc inclut une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, au cours de
ces séjours de réadaptation, le patient reçoit diverses informations, tout ça pour aboutir à son autonomisation. Il bénéficie de différents ateliers, notamment des ateliers de nutrition, qui lui apprennent à lire les étiquettes des produits qu'il achète au supermarché. Par exemple, donc vous voyez 2 boîtes de conserve. Et donc, il y a une différence. Regardez par exemple, celle-là contient que 10 mg de sel. Et c'est écrit dessus sans sel ajouté. La même boîte de conserve, sans la mention sans sel ajouté, contient déjà 380 mg de sodium. Donc, il y a certaines informations que le patient ne sait pas utiliser, ne sait pas rechercher. Et donc, au cours des séjours de réadaptation, on lui apprend à être autonome et à pouvoir lire à travers les évidences. Donc, ces séjours permettent de corriger les malentendus et puis de pouvoir se recentrer sur ce qui est important. Donc, au terme de cette leçon, il faut retenir que la prise en charge de l'hypertension artérielle après avoir réalisé le bilan, la prise en charge inclut des mesures hygiéno-diététiques, des modifications du style de vie qui sont tout aussi importantes, qui concourent à faire baisser les chiffres de pression artérielle dans une certaine mesure. Et lorsque on initie le traitement, il faut savoir que le temps du contrôle, c'est le 6e mois. Le 6e mois. Et donc, les visites au cabinet, en général, au 6e mois et chez les patients à très haut risque au 3e mois. Et je vous remercie pour votre attention.